Bonjour à tous et bienvenue sur Kev vs Nat. Aujourd'hui, un podcast dédié au casting de Frank Stone, un jeu d'horreur narratif psychologique. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Bonjour à tous, bonne année Kev, bonne année à tous les auditeurs qui nous suivent. Eh bien, aujourd'hui, nous allons discuter d'un jeu un petit peu particulier où vos choix auront des conséquences dramatiques pour certains de vos personnages. C'est un jeu Supermassive Games, on le sait, ils sont habitués à ce genre de jeu et nous on aime ça. Le casting de Frank Stone est un jeu d'horreur dans l'univers de Dead by Daylight, centré sur le tueur Frank Stone et son passé sanglant à Cedar Hill. Donc en fait, le jeu va se passer sur 3 périodes différentes, à savoir 1963, 1980 et 2024. Donc le jeu commence en 1963 où on fait la connaissance de Sam Green, qui est pas encore shérif, qui est un agent de terrain. Il fait des investigations à cause d'enlèvements dans le coin et particulièrement d'enlèvements de bébés. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à l'acierie de Cedar Hill où il va un petit peu fouiller et découvrir un tueur qui est Frank Stone. Donc il va se passer un certain nombre de choses qu'on va pas tout dévoiler parce que ce serait dommage étant donné que c'est un jeu narratif avec des choix. On va essayer de limiter un maximum les spoils pour que si vous n'avez pas joué au jeu, vous pouvez y aller franco et faire vos propres choix, car c'est le but. Le but de ce type de jeu, c'est vraiment de faire vos choix et d'avoir une fin qui vous corresponde. Ensuite, on se retrouve en 2024. On fait la connaissance de Madison, qui fait des cauchemars et se réveille dans un avion à destination de l'Angleterre, où elle est invitée dans un manoir un petit peu mystérieux par une certaine Augustine Lieber. Sur la route, elle va rencontrer Linda. Alors là, il y a un choix entre prendre Linda en autostop ou continuer votre route. Vous vous retrouvez de toute façon au manoir, où vous allez aussi faire la connaissance de Stan. Et voilà, il va se passer un certain nombre de dialogues, vous ferez connaissance, etc. Et puis on passe en 1980, où on retrouve une bande de jeunes qui sont en train de filmer un film d'horreur dans l'acierie de Cedar Hill, et vont être surpris par le shérif local, un certain Sam Green. Tiens, Sam Green, on l'a déjà vu celui-là, mais 17 ans avant. Oui, le shérif leur demande tout simplement de partir de la série car c'est dangereux. Donc on a Jaime, on a Chris et on a Linda. Donc le gros problème, c'est que avec cette intercation avec le shérif, ils ont cassé leur caméra. Donc ils vont rentrer chez eux et ils vont avoir besoin d'argent pour changer leur caméra. Ils vont retrouver chez eux Bonnie, qui est la sœur de Jaime. Jaime va demander à Bonnie si elle peut leur donner un petit peu d'argent. Avec $20, ils vont partir avec un choix, soit au drugstore, soit à la brocante. C'est bien de préciser qu'il y a un choix entre le drugstore et la brocante, car en réalité ça va avoir un impact sur le futur. Et si vous vous attendez à ce que je vous dise lequel choisir en premier, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ouh, j'ai eu peur de ce que tu allais dire. Tu vois que tu transformes tout ce que je dis, hein. Alors, ça va nous permettre de rencontrer Robert qui est le fils de Sam Green, le shérif. Et Robert va aider Chris à avoir plus d'informations sur Frank Stone, parce qu'en fait Chris ne savait pas qu'il y avait eu des meurtres à la série, et étant la réalisatrice du film, elle trouve ça super excitant, et elle veut savoir un maximum d'informations sur les tueries dans la série. Alors, est-ce que cette bande de jeunes va pouvoir changer leur caméra avec $20 ? Eh bien non, la caméra est cassée, donc voilà, le jeu est terminé. Je déconne bien entendu. Puis ils arrivent à récupérer une caméra et repartent donc à la série avec Robert. Et ils vont filmer un certain nombre de plans, mais ils veulent découvrir en fait où se passaient les tueries en fait. Ils vont découvrir un certain nombre d'endroits différents et des secrets bien planqués. On vous en dira pas trop plus à ce niveau-là parce que ça serait dommage en fait. C'est
un jeu à choix, bon, il faut pas trop en dévoiler, tu vois. Donc on se retrouve au manoir en 2024 avec Stan, Linda et Maddie, et qui font la connaissance d'Augustin Bieber. Et on sait pourquoi ils sont là, c'est pour vendre des morceaux du film réalisé par Linda Raimé et Chris à Cedar Hill dans la série. Alors pourquoi ce film est si intéressant? C'est un film maudit. En fait, c'est un moment important dans le jeu, c'est qu'on commence à comprendre ce qui est en train de se passer entre 1980 et 2024. Maddie est la fille de Bonnie. Bonnie, la sœur de Raimé. En fait, les éléments commencent à se mettre en place et, bien entendu, la malédiction aussi. Oui, et les morts aussi. Parce que il va commencer à se passer un certain nombre de choses où, alors, dans ma version à moi, Raimé est mort, Bonnie est morte. Dans ta version, j'ai vu que c'était un petit peu différent. En fait, pour toi, Raimé, tu as dû faire un choix qui est différent des miens. C'est que toi, ton Raimé, il est encore en vie. Bonnie, tu l'as perdu aussi. Alors pourquoi on a perdu tous les deux Bonnie? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre les personnages principaux et les personnages secondaires. Malheureusement, Bonnie n'est pas un personnage central dans l'histoire, donc elle peut mourir effectivement. Et dans ce cas-là, elle meurt. Les personnages principaux, c'est Linda, Chris, Raimé, Sam et Maddie. Donc on a quand même le paranormal qui rentre en jeu, où Chris est aspiré dans un espèce de vortex. Certains personnages meurent ou ne meurent pas en fonction de vos choix. Mais ce qui me pose problème quand même, c'est que Bonnie est morte dans le passé, en 1980. Comment est-ce possible que Maddie, sa fille, puisse exister tout simplement? Alors c'est une très bonne question, Kev. Et on y répondra dans un short qui va sortir certainement demain. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Il n'y a pas forcément de réponse. Parce qu'en fait, le jeu ne donne pas ces réponses-là. Mais si tu regardes bien en détail un certain nombre de choses, tu vas t'apercevoir qu'il y a quand même une certaine cohérence. Et on donnera en fait l'avis qu'on a sur ce sujet-là dans un short. Pourquoi? Parce que il faut pas rentrer trop en détail sur un podcast. Autrement, vous allez complètement être perdu et en fait, vous allez ne plus profiter de l'histoire comme elle devrait être. Surtout que quand on n'a pas joué, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on a envie de découvrir. Et comme c'est un petit jeu, c'est un jeu qui fait à peu près 7 heures de jeu, tout simplement. Et dû aux choix et conséquences et à tout ce qui va autour, à savoir la jouabilité, on peut rejouer facilement au jeu et changer nos choix. Et c'est justement, le jeu est fait pour ça. Il est fait pour être rejoué plusieurs fois et justement pour comprendre ce qui se passe vraiment. En fait, je comprends. Moi, j'ai joué 3 fois au jeu en changeant, bien sûr, mes choix. Je comprends un certain nombre de choses à la fin, mais j'ai toujours un certain nombre d'interrogations parce qu'en fait, le jeu ne nous dit pas clairement un certain nombre de choses. Il faut qu'on le devine par nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est de l'horreur psychologique, c'est que ça vous retourne le cerveau. Et comme il y a en plus du paranormal qui rentre en jeu, c'est vrai que parfois on est un petit peu perdu, on sait pas trop ces personnages. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que moi j'ai aimé ce type de jeu. Bon, faut dire que les jeux Supermassive Games, en général, je les aime plutôt bien, même s'il y a des problèmes de gameplay parfois. Je pense à The Quarry par exemple, où des fois la caméra était totalement à la ramasse, où les personnages bougeaient si lentement que... Tu vois, il y a quand même un certain nombre de choses qui me plaisent pas forcément. Mais ici, il faut constater que il n'y a pas de problème de caméra. En plus, on a la possibilité de courir, alors pas très vite, mais accélérer le pas, on va dire. Ça, je trouve ça intéressant. Et c'est comme s'ils avaient corrigé quand même un certain nombre de petites choses. Et l'histoire en elle-même est plutôt sympa, même si je dirais que la fin est quand même un petit peu brutale. Voilà. Et je parle de la fin, mais en réalité, il y a 15 fins.
Alors pour finir, je dirais, personnellement, j'ai plutôt aimé aussi le jeu. Je le conseillerais à certaines personnes, parce qu'en fait, ce type de jeu ne va pas à tout le monde. Ce n'est pas un jeu où il y a du tir, beaucoup d'action, etc. C'est un jeu où il y a beaucoup de dialogue, et ce système de choix ne plaît pas à tout le monde en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on suit une histoire et on est totalement immergé dedans. Et ça, j'ai trouvé ça fort sympathique. En plus, c'est un petit jeu. Comme tu disais, environ 7 heures. C'est-à-dire qu'on peut rejouer facilement au jeu. En une journée, en fait, une après-midi, vous avez plié le jeu. Sur une version, bien entendu. Et ça, j'aime bien aussi. C'est que c'est pas des jeux qui vont faire 60 heures. Hein. Là, c'est un petit jeu. Et je pense que c'est un jeu à faire. C'est un jeu à découvrir parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Et personnellement, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, de quoi on va parler la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver sur une plateforme pétrolière dans Still Wakes du Deep. C'est un jeu d'horreur narratif à la première personne où on incarne un électricien sur une plateforme en 1975 où il va devoir lutter pour survivre contre une entité mystérieuse et des événements un petit peu paranormaux. Donc oui, effectivement, on reste dans le surnaturel, mais dans un jeu totalement différent. Et si vous avez le mal de mer, alors c'est pas un jeu qui est fait pour vous. On vous invite à découvrir nos shorts, car dans nos shorts, on se pose des questions qu'on n'intègre pas forcément dans nos podcasts afin de ne pas spoiler. Mais en fait, toutes les questions un petit peu importantes que je me pose, que Nat se pose, on en parle dans des formats courts. Alors rendez-vous dans nos shorts. À très vite sur Kev versus Nat. Et oui, nous avons changé le nom de la chaîne, qui était avant Kev on Board, et qui est devenu Kev versus Nat. Et oui, la chaîne a été créée sans Nat, mais Nat est devenu si important pour les podcasts qu'il était logique d'intégrer son nom à la chaîne. Allez, à très vite. Ciao, ciao.